Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Ouverture philosophique. Collection dirigée par Aline Caillet, Dominique Château, Jean-Marc Lachaud et Bruno Péquignot. Une collection d'ouvrages qui se propose d'accueillir des travaux originaux sans exclusif d'école ou de thématique. Il s'agit de favoriser la confrontation de recherches et des réflexions, qu'elles soient le fait de philosophes professionnels ou non. On n'y confondra donc pas la philosophie avec une discipline académique. Elle est réputée être le fait de tous ceux qu'habite la passion de penser, qu'ils soient professeurs de philosophie, spécialistes des sciences humaines, sociales ou naturelles, ou polisseurs de verres de lunettes astronomiques. Dernière parution. Miklos Veteux, Exploration métaphysique 2012. Marcel Nguimbi, Penser l'épistémologie de Karl Popper 2012. Joachim Daniel Dupuis, Gilles Châtelet, Gilles Deleuze et Félix Guattari. D'expérience diagrammatique 2012. Udo Pius, Humanisme et dialectique. Quelle philosophie de l'histoire de Kant à Fukuyama 2012. Paul Dovanong, Paul Ricoeur, Le monde et autrui 2012. Michel Verret, Les marxistes et la religion. 4e édition revue et complétée 2012. François-Gabriel Roussel, Madeleine Jeliazkouvaroussel, Dans le labyrinthe des réalités. La réalité du réel au temps du virtuel, 3e édition 2012. Pierre-Luc Dostiprou, Réalisme et vérité, Le débat entre Habermas et Rorty 2012. François Hetzig, La vertu de justice 2012. Jean-Louis Bischoff, Conversion et souverain bien chez Blaise Pascal 2012. Jordi Corominas, Johann Albert Vicens, Xavier Soubiri. La solitude sonore, 1898 à 1931, 2012. Daniel Numbissier TCHAMO, Justice distributive ou solidarité à l'échelle globale? John Rawls et Thomas Poche 2012. Citation. Les hommes désirent moins la richesse que la reconnaissance, ils redoutent moins la pauvreté que l'humiliation. Citation suite. Nous abhorrons la domination d'un seul, nous ne voulons pas servir à la puissance d'un petit nombre. Nous voulons la liberté, égale pour tous, obéissant seulement aux lois, délivrée de la crainte d'un homme. L'espoir de conquérir les honneurs et de s'élever est égal pour tous, à condition que viennent à l'aide l'activité, le talent, la conduite personnelle. Notre cité est la superbe et le caractère hautain des grands. Voilà la vraie liberté, voilà l'égalité des citoyens. Ne craindre la violence ou l'injustice de personne, jouir de droits égaux, pouvoir également aspirer au gouvernement de l'État. Et cela n'est compatible ni avec la seigneurie d'un seul, ni avec la domination de quelques privilégiés. Leonardo Bruni, 1370 à 1444. Cité par Émile G. Léonard, L'Italie médiévale, une encyclopédie de la Pléiade, Histoire universelle, tome 2 de l'Islam à la Réforme, page 587, Paris Gallimard, 1957. Introduction générale. Problématique, hypothèse, méthodologie et plan de l'exposé. Problématique et hypothèse centrale de travail. Il existe bien des manières d'aborder le phénomène démocratique. La notion de démocratie possède un sens privilégié en philosophie politique, dont l'origine remonte au grec, puisque le mot lui-même est construit sur la langue grecque. La démocratie désigne le gouvernement par le peuple de l'État, institution qui incarne l'unité de la cité, unité territoriale et juridique d'abord. La démocratie est ainsi à définir en premier lieu comme un mode de gouvernement de l'État. On sait bien que Platon en envisage d'autres et fait des régimes politiques, comme Aristote, une classification. La démocratie est pensée comme un élément d'une classification des régimes politiques. La philosophie depuis les Grecs privilégie cette approche politique de la démocratie. En effet, celle-ci désigne, comme tout régime politique, un mode d'organisation et de gestion du pouvoir. La tradition conçoit le pouvoir comme étant de nature essentiellement politique et cela est vrai en grande partie. Le pouvoir, c'est d'abord le droit et le fait de disposer de la violence légitime. Le rapport entre le citoyen et l'État, quel que soit le régime politique, est fondamentalement, par principe, inégalitaire. Que ce rapport provienne d'un contrat entre le peuple et le prince par transfert de souveraineté pour assurer la paix civile,
contre la tendance naturelle pour l'homme à être un loup pour l'homme, ou d'un contrat social, institué par le principe de la volonté générale, où la nation conserve la souveraineté, c'est toujours sur le registre du rapport entre l'individu et l'État que la notion de pouvoir est analysée et comprise. L'avènement de la société industrielle, avec l'émergence d'un véritable pouvoir économique, se constituant comme une force de plus en plus autonome face au pouvoir politique, du fait de l'évolution des sociétés touchées par cette révolution, a conduit les philosophes à envisager une conception plus large de la notion de pouvoir. Le pouvoir en effet n'apparaît pas seulement comme politique, mais aussi économique, familial, et plus généralement institutionnel. L'État est une institution parmi d'autres, et même s'il est encore l'institution des institutions, la notion de pouvoir a trait à toute forme d'organisation sociale hiérarchiquement constituée. Celui-ci peut donc concerner aussi bien un club de football qu'une entreprise, une association ou la famille. Il est certain que la nature du fonctionnement du pouvoir dans ces différentes institutions sera différente. Mais le fait de la hiérarchie implique qu'il y ait des hommes qui décident, d'autres qui exécutent, que ce rapport soit contractualisé, dans le cas de la hiérarchie dans l'entreprise par exemple, ou non, dans les rapports entre tout individu et l'État, individu qui naît dans une société donnée, à structure étatique avec des sujets de droits et de devoirs comme lui-même. Il convient par conséquent d'approcher le phénomène démocratique par cette vision plus large du phénomène de pouvoir, tel qu'il se présente de fait dans toute forme d'organisation sociale hiérarchisée, et tel qu'il fonctionne. Il se pourrait bien que ce nouvel angle de vue, qui se démarque du point de départ de principe de l'analyse des régimes politiques, entraîne par rétroaction une vision nouvelle du pouvoir politique lui-même. Il faut bien reconnaître que le grand mérite de Marx est d'avoir pensé la notion de pouvoir avec tous ses avatars, que l'on qualifierait aujourd'hui de pathologique, exploitation, aliénation, abus de pouvoir, etc., à partir de la sphère sociale qui en exprimait les aspects les plus douloureux en cette période de révolution industrielle, la fabrique, et de l'apparition d'un nouveau personnage de pouvoir, l'entrepreneur. Il ne s'agit pas bien sûr ici de stigmatiser ce personnage, dont Marx lui-même a reconnu l'importance dans le développement historique des rapports de production et d'échange, et dans l'avènement de la modernité, mais de partir de la constatation du fait de la place singulière prise par cet agent économique, place que vont précisément lui donner ces temps nouveaux. En effet, on pourrait singulariser cette période de la naissance de la révolution industrielle en la caractérisant par l'émergence d'un véritable pouvoir économique, de plus en plus autonome face au pouvoir politique traditionnel. Même si dans les sociétés médiévales et sous l'Ancien Régime les hommes d'affaires et l'argent avaient une place primordiale, en particulier depuis la guerre de Cent Ans, notamment pour financer les guerres des princes et des monarques, le pouvoir véritable restait de fait, juridiquement et sociologiquement le privilège de l'État. Les tragédies d'un Jacques Coeur face à un Charles VII, XVe siècle, ou un Nicolas Fouquet face à un Louis XIV, XVIIe siècle, montrent que le véritable lieu du pouvoir exclusif était bien dans le politique, et que la manifestation de celui-ci ne dépendait que de la volonté du prince. La singularité de la révolution industrielle est qu'elle a produit au sein des sociétés concernées, puis progressivement au niveau de la planète, une nouvelle entité sociologique et économique, la société marchande universelle. Dès lors, les États deviennent progressivement non plus les premiers acteurs de la vie sociale et culturelle, mais un des rouages de cette nouvelle entité progressivement planétaire, le marché, et en particulier le marché mondial. Déjà, bien avant la révolution industrielle, l'épopée des Médicis, princes marchands et banquiers qui émerge dès le XIIIe siècle dans la région de Florence et va connaître son apogée à la charnière des XVe et XVIe siècles à tous les niveaux de la vie sociale, politique, économie, culturelle, entame cette dépendance qui ira en s'accentuant entre la vie politique et la vie économique. Cette dynastie de l'aristocratie bancaire florentine donnera en outre, fait significatif, 2 reines à la France, reines très actives dans la politique française, qui enfanteront ainsi les futurs rois de France. Cette dépendance du politique vis-à-vis de ce qui devient progressivement une véritable société marchande, va s'affirmer tout le long de la modernité, la révolution industrielle lui donnant son accélération finale. Dès lors l'entrepreneur, fer de lance de l'émergence de cette nouvelle société, va engendrer avec la forme institutionnelle de son activité la fabrique,
aujourd'hui l'entreprise, un nouveau type de hiérarchie, plus organisée, plus complexe que celle de l'acteur économique des temps antérieurs. De ce nouveau type d'institution, la cellule productrice de base dans la société marchande, le moyen de production, va émerger une problématique nouvelle dans les rapports de pouvoir entre les hommes. En effet, dans une société de croissance obligatoire, de marchandisation planétaire des biens, des services et des valeurs mêmes, la cellule de production devient pour l'individu le lieu réel où l'essentiel vit, notamment en matière de rapports de pouvoir. Que la société politique se démocratise par ailleurs est un fait, mais il ne faut pas négliger de remarquer qu'en même temps la notion même de pouvoir s'élargit, et sort en partie de la sphère politique, pour essayer notamment de la dominer. La caractéristique essentielle de notre monde contemporain est ainsi la bipolarité croissante formée par ces deux pouvoirs, politique et économique, et dont la nature et le fonctionnement de chacun diffèrent profondément, tout en restant tout de même pouvoirs en tant que tels, car portés par des hiérarchies avec des relations de dépendance entre les hommes. Dès lors, l'analyse du phénomène démocratique ne peut faire l'économie, d'abord de la constatation de cette dualité, ensuite de l'interrogation, d'une part, sur la nature et le fonctionnement de ce nouveau type de pouvoir spécifique, le pouvoir économique, et en particulier celui proprement interne à l'entreprise, mais aussi d'autre part sur la nature des relations entre les deux. Dans quelle mesure le pouvoir politique dépend-il du pouvoir économique ? Et surtout comment la référence à la démocratie politique pour le citoyen peut s'évaluer à l'aune du fonctionnement du pouvoir dans l'entreprise ? Car celle-ci constitue pour le citoyen le lieu privilégié et quotidien de socialisation, le miroir de la réalité sociale, et l'on peut dire historique, des rapports de pouvoir entre les hommes, le fonctionnement de l'entreprise constituant bien souvent est la référence démocratique réelle à partir même duquel le politique fonde sa crédibilité propre. Il est en effet marquant que le citoyen d'aujourd'hui a quelque mal à donner du sens à son vote pour juger du politique, vote qui définit néanmoins la démocratie politique formelle de la société dans laquelle il vit, dans la mesure où l'entreprise, ce lieu quotidien d'expression de ses comportements, de ses désirs et de ses obligations pour obtenir des ressources fonctionne avec une logique qui n'est pas celle qui le lie au politique. Dans ce dernier, le pouvoir a le droit d'être jugé, GVDL, mais au quotidien dans l'entreprise, le pouvoir a à être subi, accepté comme tel, sans aucun espoir de nourrir quelque projet personnel de création, d'expression libre, sans l'assentiment subjectif de la hiérarchie. Dans l'entreprise, l'organisation de la hiérarchie est organisée indépendamment de l'avis de ses membres, contrairement aux politiques. Il existe un parti unique, le parti de l'employeur, et la réalité de l'entreprise s'incarne d'abord dans la personne de l'entrepreneur ou du directeur choisi par un conseil d'administration, alors que dans la démocratie politique, où la souveraineté est dans la nation, constitution de la Ve République, la référence souveraine est d'abord le collectif des citoyens. La caractéristique de la hiérarchie en entreprise est qu'elle n'est pas juridiquement l'expression du collectif de ses membres, de leur jugement, mais imposée d'en haut. La souveraineté dans l'entreprise n'est pas le collectif des salariés. Le citoyen ne retrouve pas ainsi le même système de communication, et finalement les mêmes valeurs au quotidien du travail, qu'il peut trouver dans ses rapports avec la sphère politique. Comprendre la démocratie aujourd'hui, c'est interpeller cette opposition de fait, qui est une contradiction au cœur du champ des valeurs sociales, et donne à la valeur de la démocratie elle-même son type de cohérence ou de non-cohérence. Notre première hypothèse de travail est ainsi que la crise du phénomène démocratique, dans les représentations et le vécu social du citoyen, qui se traduit souvent par l'absentéisme du vote politique, vient de cette contradiction entre deux logiques d'expression des valeurs de la société. L'une exprime les valeurs politiques de souveraineté collective, de droit de jugement et de participation du citoyen à la constitution de la hiérarchie politique, celle-ci disposant alors d'un pouvoir mandaté, soumis au jugement collectif de ses résultats et ne disposant de son pouvoir institutionnel propre que relativement à la confiance qu'elle mérite de la part de ses administrés. L'autre, la sphère de l'entreprise, exprime une hiérarchie à subir, où le citoyen travailleur doit se soumettre à une hiérarchie formelle qu'il n'a pas légitimée, hiérarchie qui n'a juridiquement aucun compte à rendre à ses administrés sur sa politique, sa gestion, ses projets, ses résultats, bref où le travailleur n'est pas citoyen. Comme si la sphère économique devait relever par nature d'une réalité autre que la sphère politique,
dans ce qui fonde la légitimité de la hiérarchie de faits qui constitue la réalité sociale de chacune. Il est vrai que ce que l'on convient peu ou prou d'appeler aujourd'hui le pouvoir économique connaît de puissants contre-pouvoirs. D'abord le monde syndical, réalité sociale incontournable qui s'est très tôt historiquement constituée dès le XIXe siècle et qui a donné lieu à l'évolution du droit, par le droit du travail, les conventions collectives, les comités d'entreprise, les prud'hommes notamment, qui limitent grandement les abus de pouvoir et de droit de la hiérarchie de l'entreprise, qu'ils soient directement le fait de l'entrepreneur lui-même, d'un collectif d'actionnaires ou d'un conseil d'administration les représentant. Il est aussi reconnu aujourd'hui, et c'est un trait marquant de l'évolution de l'entreprise en économie de marché, que les modes de régulation du pouvoir économique sont entrés dans la vie interne de l'entreprise, dont la gestion hiérarchique participe de ce qu'on appelle à présent la nouvelle gouvernance. Beaucoup d'études ont été faites sur ce nouveau fonctionnement hiérarchique en milieu d'entreprise depuis une trentaine d'années. Une partie de notre travail sera consacrée à une revue critique de ces analyses, en les confrontant notamment avec les données actuelles du monde de l'entreprise. Mais il est intéressant de remarquer tout de suite que le fait de l'apparition des contre-pouvoirs syndicaux et les nouveaux droits des travailleurs, inscrits dans le Code du travail, ne constitue en rien une modification du principe de la réalité formelle de la hiérarchie qui se constitue sans le jugement de la base collective des travailleurs, et surtout dont le fonctionnement et la politique de l'entreprise qui s'ensuit restent la prérogative du parti unique, de l'entrepreneur ou du collectif des actionnaires. Car les libéraux l'affirment et ils ont partiellement raison. Nous verrons plus tard pourquoi, partiellement, la remise en question du mode social de constitution puis de fonctionnement de la hiérarchie en entreprise telle qu'elle existe aujourd'hui en économie de marché constituerait une atteinte au principe de la libre entreprise, fondement de nos économies développées, et dont la réussite proprement économique a fait, selon les libéraux, ses preuves sur ce qui est de son registre propre, la création de richesses à la meilleure qualité et au moindre prix pour le plus grand nombre. Nous verrons aussi en outre ce que peut apporter l'analyse de l'expression de libre entreprise, dont le point de vue libéral strict d'aujourd'hui donne une signification restrictive, limitée à la conception proprement capitaliste du concept de libéralisme. La fusion postulée de ces deux concepts est précisément ce qui caractérise en partie le blocage de toute analyse qui voudrait dépasser tout en conservant cette vision propre du concept de libéralisme et de la notion conjointe de libre entreprise. Or la thèse libérale actuelle, selon laquelle les deux sphères essentielles de pouvoir, la sphère politique et la sphère économique, ne relèvent pas des mêmes principes et ne doivent pas faire l'objet des mêmes obligations organisationnelles, dans la pensée et l'analyse de leur fonctionnement hiérarchique respectif, n'est pas une vérité acquise mais un postulat gratuit. Ce postulat est l'affirmation d'une valeur, certes, une figure du désirable, selon les psychologues, mais néanmoins l'expression d'une subjectivité. Notre travail est de se donner le droit de penser le postulat opposé, qui vaut au moins au départ de l'analyse aussi bien que son contraire, à savoir que toute hiérarchie, qu'elle soit politique ou économique, et plus généralement toute hiérarchie constituant un ordre institutionnel, dont l'État en est un mode particulier, doit obéir aux mêmes principes organisationnels, et que les valeurs qu'exprimerait alors cette isomorphie de principes entre politique et économique traduiraient au moins une cohérence globale de fonctionnement et expression des valeurs de la société tout entière. Car c'est précisément de cohérence qu'il s'agit. Toute société peut fonctionner des siècles, voire des millénaires, de la même manière mais qui nous semble aujourd'hui injuste. L'Égypte pharaonique a produit un ordre social qui choque nos valeurs actuelles, de même que l'ordre romain et plus généralement antique basé sur l'esclavage. Cependant, ces ordres sociaux ont fonctionné pendant de longues périodes dès l'histoire. Ce qui veut dire que contrairement à ce que croit souvent le sens commun, ce n'est pas l'injustice du système de valeurs de telle société qui produit les conditions de sa décadence. Ce qui pérennise le fonctionnement d'une société, c'est d'abord la cohérence globale de son système de valeurs. Contrairement aussi à l'opinion courante, les sociétés traditionnelles sont des sociétés extrêmement cohérentes et logiques. Ces sociétés, au-delà de tout jugement de valeur que l'on puisse leur porter, réussissent toutes ce qui forme l'essentiel de ce que recherche l'individu, la personne humaine, son intégration sociale, son sentiment d'appartenance au groupe. C'est pourquoi dans ces sociétés étudiées par les ethnologues,
parce qu'elles ont ceci de profondément humain d'avoir la capacité à réaliser l'essentiel de ce qui les fonde, la capacité d'intégration de tous les individus au même système de valeurs, le pire châtiment plus que la mort, est le bannissement. Le bannissement, c'est-à-dire l'exclusion de l'individu de la société par le groupe, ce qui le voue la plupart du temps dans ces sociétés assez rapidement à la mort, est toujours une sanction volontaire de la hiérarchie sociale en réponse à un acte grave de déviance, de sacrilège. Il n'est jamais une conséquence déterminée par le système politico-économique, l'issue d'une logique qui s'impose à un individu quel que soit son comportement. L'exclusion sociale, conséquence de l'exclusion économique, sorte de bannissement neutre, objectif, est caractéristique de nos sociétés contemporaines. Il est ainsi discutable d'affirmer avec Karl Popper, sous prétexte que nous sommes dans une société politique démocratique, mais à démocratie formelle puisque seulement politique, que nos sociétés sont a priori les plus humaines de l'histoire. Bien au contraire, la société industrielle contemporaine a inventé le phénomène propre de la barbarie, qui est celle du bannissement formel, étant bien souvent la prérogative des gestionnaires de l'entreprise, mais dont le statut dans celle-ci en fait les derniers touchés, si la crise de l'entreprise va jusqu'à la faillite, ce qui n'est pas le cas lors d'un licenciement économique courant. La barbarie de la modernité est bien là. L'individu peut être exclu, banni, sans avoir enfreint l'ordre social, mais par le pur jeu des lois du système économique qui fonctionne avec sa logique propre. L'individu se trouve alors intégré dans un processus aléatoire des intégrations-exclusions. C'est pourquoi un des aspects les plus singuliers de nos sociétés modernes est le sentiment profond d'insécurité éprouvé par les membres du corps social, phénomène étranger aux sociétés traditionnelles, soulignons-le, où l'individu est de la naissance à la mort intégré au système, par les règles immuables de parenté, où l'âge et le sexe constituent les premiers fondements des critères de classification des individus et des attributions de leurs fonctions respectives. Il ne s'agit pas bien sûr d'emboîter le pas à une certaine philosophie romantique de l'âge d'or, d'idéalisation de la société sauvage, telle qu'a pu l'exprimer en son temps un Jean-Jacques Rousseau, mais simplement de rappeler d'abord que ces sociétés dites encore naguère sauvages ne furent pas si sauvages que cela, et le sont malheureusement pour elles de moins en moins au profit de la modernisation. C'est tout le mérite des anthropologues contemporains, c'est Lévi-Strauss, d'avoir réhabilité ces sociétés, différentes des nôtres mais néanmoins profondément humaines, avec ce que nous réprouvons, mutilation corporelle, absence de liberté individuelle, mais avec ce qui nous met en question, la capacité d'intégration totale de l'individu au groupe tout au long de sa vie. Les sociétés traditionnelles ignorent le phénomène de misère sociale d'un sous-groupe des individus appartenant physiquement à la société, misère en particulier urbaine, où les individus se croisent sans se voir comme des personnes, où un voisin peut souffrir, mourir dans l'indifférence générale. Le grand apport de l'anthropologie culturelle a été de ne pas hiérarchiser les sociétés sur une grille de valeurs, mais de comprendre l'homme dans sa totalité, au regard de tout l'éventail des organisations sociales connues. C'est par contraste que nos sociétés peuvent mieux se comprendre, en étant vues d'ailleurs. L'un des grands enjeux actuels, et pour les générations futures, de nos sociétés modernes est de réussir ce sur quoi elles ont échoué, l'intégration de tous les individus dans le champ cohérent de ces valeurs. Le grand défi du futur, qui conditionne sans doute la survie des sociétés industrialisées, est d'inventer une nouvelle cohérence, différente bien sûr de celle des sociétés traditionnelles, mais qui puisse intégrer l'individu dans toutes ses composantes sociologiques, sur les mêmes valeurs à tous les niveaux des modes de fonctionnement institutionnels. Comment concilier la liberté individuelle avec l'intégration sociale de la personne, sachant que les sociétés traditionnelles ont privilégié la seconde au détriment total de la première? L'individu à proprement parler n'existe pas socialement, le noyau de base étant le groupe, le clan, il forme la seule référence des valeurs, d'expression et de fonctionnement des normes. Comme l'a bien vu Hegel, le propre de la modernité est d'avoir inventé la liberté individuelle. Contrairement aux sociétés traditionnelles,
c'est le droit pour l'individu précisément, de ne pas participer, de ne pas être avec les autres, de ne pas se conformer par principe aux normes du groupe. Cet espace singulier, que l'on qualifie des intimités de la personne, la sphère privée, est ce qui caractérise le phénomène démocratique au niveau de l'individu. La reconnaissance de l'existence d'une sphère privée, ou l'institution des institutions, l'État non seulement ne l'empêche pas mais la protège, en constitue le garant, est cette valeur fondamentale si caractéristique de la société occidentale 0. Mais le pendant de cette singularité semble bien être l'exclusion. Comment alors comprendre ce qui semble être le revers obligatoire, le prix à payer de cette révolution que constitue la reconnaissance de l'existence de la sphère privée ? Cette relation entre la valeur reconnue de l'individu et son effet secondaire, ou dommage collatéral. L'exclusion possible est-elle nécessaire, est-elle logiquement et infailliblement constituée ? Dans cette logique de valeur, l'exclu est considéré comme une personne qui s'est exclue d'elle-même, le chômeur quelqu'un qui ne veut pas travailler, le délinquant celui qui préfère voler que travailler comme les autres, etc. C'est ce que croient les libéraux. C'est ce que ne veulent pas croire les critiques du libéralisme. Mais l'histoire contemporaine a malheureusement montré, plus qu'il ne le faut, que tous les systèmes politiques ayant été conçus d'abord pour abolir l'exclusion et permettre l'intégration sociale permanente de l'individu, ont largement anéanti, tôt ou tard, toute liberté individuelle, toute autonomie de la sphère privée. Et le libéralisme mondial qui a gagné de fait, la guerre économique face aux économies planifiées étatiques, n'a pas pour autant guéri sa plaie de l'exclusion et de l'exploitation, bien au contraire. Jamais les différences de richesse, de pouvoir et de privilèges à l'intérieur même des sociétés occidentales puis entre les sociétés occidentales et le tiers-monde n'ont été aussi criantes. Jamais le monde n'a été aussi instable, injuste et violent. L'îlot de démocratie politique et des accommodements sociaux du libéralisme économique, arraché aux hiérarchies par de dures luttes sociales des syndicats, dans nos sociétés nous donne souvent l'illusion d'un monde qui progresse. Les maux de notre monde actuel ne sont plus à rappeler. Ils sont ceux qui émergeaient déjà il y a 2 siècles. La disparition des régimes socialistes, dans lesquels toutes les bonnes volontés avaient mis tant d'espoir, n'a pas pour autant amené de progrès conséquents au niveau de la cohérence globale des valeurs de la modernité. Le monde semble repartir au point de départ, il y a 2 siècles, mais avec en plus la terrible puissance des moyens technologiques d'aujourd'hui. Le danger en est d'autant plus grand. La barbarie politique du XXe siècle a été au bout des conséquences de l'exclusion. La volonté politique, planifiée par un État moderne, de faire disparaître physiquement tout un peuple de la surface de la Terre. Il est caractéristique et intéressant pour l'analyse de constater que le critère essentiel commun à tous les régimes totalitaires du XXe siècle a été l'exclusion comme principe, et paradoxalement comme valeur, comme fondement d'une nouvelle éthique, l'exclusion d'une race, dans le fascisme hitlérien, et l'exclusion de certaines classes sociales définies, dans le communisme stalinien. Les économies d'État, en abolissant de fait la sphère privée au seul bénéfice de la vie publique, a entraîné un rejet par les populations de ces valeurs politiques, et un effet en retour d'un libéralisme effréné et anarchique des sociétés où ces mêmes valeurs se sont effondrées. Une nouvelle cohérence est ainsi à inventer. Comment penser la synthèse de nos propres valeurs ? Comment concilier la liberté individuelle et l'intégration sociale, la sphère privée et la sphère publique, la société politique et la société économique ? Comment intégrer la société civile elle-même dans le champ des valeurs de la société politique démocratique que des générations de martyrs ont approximativement constituée ? Notre choix méthodologique de construction et d'exposition, au lieu de partir de l'analyse globale du politique, lieu supposé privilégié d'expression du pouvoir, sera de partir de ce qui pose précisément problème, la sphère économique, et en particulier des praxis sociales de la confrontation entre les pouvoirs formels dans l'entreprise et les pouvoirs informels, ceux-ci se constituant en permanence pour faire contrepoids à cela, mais dont l'existence même et l'informalité de leur expression traduisent un désir social d'expression d'. Une nouvelle cohérence à inventer. Le but de notre travail est sinon de l'inventer, néanmoins de la problématiser, à travers l'analyse des modalités d'interaction humaine dans ces sociétés très hiérarchisées que sont les entreprises en économie de marché capitaliste. 2. Méthodologie et plan de l'exposé. Pour des raisons de clarté méthodologique,
nous donnerons dans ce travail le sens le plus général au concept de démocratie sur le fond, qui est en même temps le plus restreint sur le plan formel. La démocratie, c'est, dans une institution hiérarchisée, le droit et la possibilité effective pour la collectivité de ses membres de choisir ses chefs. La notion véhicule d'emblée d'autres notions fondamentales, dont le sens qu'on leur donne va infléchir celui de démocratie, le pouvoir et le choix. Pour qu'il y ait d'abord organisation sociale, il faut qu'il y ait un pouvoir institué, c'est-à-dire une relation formellement inégalitaire entre les membres d'une même collectivité. Cette inégalité se traduit précisément par le fait de la hiérarchie. Mais il faut aussi, et c'est ce qui va la distinguer des autres types d'organisation sociale des pouvoirs, qu'il y ait choix. Cette notion elle-même renvoie alors à d'autres, afin qu'il puisse y avoir choix véritable. Celui-ci n'est assuré que s'il y a diversité des prétendants au pouvoir, que cette diversité est clairement identifiée, c'est-à-dire que l'information circule librement. La démocratie suppose donc que les prétendants offrent des projets concurrents, suffisamment clairs et exprimables pour qu'il puisse effectivement y avoir choix. Mais il faut aussi que l'institution que l'on évoque soit susceptible d'être ou non démocratisée, qu'elle prête par sa nature à la permutation des gouvernants gouvernés, autrement dit que les candidats soient éligibles. Cette précision méthodologique concerne ce qui peut ou non faire l'objet d'une démocratisation au sens le plus général de la permutation gouvernant-gouverné. En ce sens, la famille par exemple ne peut faire l'objet d'une analyse de sa démocratisation, au sens où nous restreignons volontairement la définition de la démocratie. Ce qui ne veut pas dire que la famille ne peut être démocratisée, mais nous entendons alors cet attribut dans son sens métaphorique, qui est le fait pour une institution de bénéficier des conséquences de la structure démocratique d'une institution en général, comme le droit pour les subordonnés de s'exprimer, de mettre en question des décisions venant du haut de la hiérarchie et d'être écoutés, bref de disposer d'un autre pouvoir faisant rétroaction sur les décisions hiérarchiques premières. Mais, et ceci est fondamental, l'expression de démocratisation de la famille reste une métaphore car dans une famille, les enfants relèvent par définition du régime des incapacités propres aux mineurs, et l'on ne voit pas comment il pourrait y avoir permutation des fonctions parents-enfants dans une famille. Ceci nous conduit ainsi à distinguer le régime propre d'organisation des fonctions de pouvoir dans une hiérarchie, et le pouvoir lui-même. Il est certain que la famille est aussi un lieu de pouvoir, mais la nature de celui-ci est différente dans la mesure où l'attribution formelle des fonctions aux personnes est immuable et déterminée par le droit, en l'occurrence la fameuse autorité parentale. Les relations de couple peuvent aussi être des relations de pouvoir, mais il s'agit d'un pouvoir très informel, car aucune règle juridique ne permet plus aujourd'hui de distinguer les fonctions de chacun d'un point de vue hiérarchique. La relation dans le couple est formellement et juridiquement égalitaire. Ce sont les personnalités qui engendrent des relations de pouvoir. Ainsi, nous aborderons la démocratie comme un système juridique d'attribution formelle de fonctions de pouvoir à des personnes dans une institution, dans la mesure où ces personnes sont potentiellement, juridiquement permutables, car BE accent aigu NE accent aigu efficient de la plénitude de leurs droits civiques. Cette définition exclut donc la famille, le couple, et tout autre groupe où les rapports de pouvoir entre ses membres est informel, et qui ne se constitue que par les différences de personnalité. Il est intéressant en outre de noter que c'est la démocratisation de l'institution politique, qui, en produisant de nouvelles règles de droit, permet la prise en compte des droits de l'enfant, ainsi que l'égalité juridique entre l'homme et la femme vivant en couple, et mariés en particulier, bref qui a permis de modifier les rapports de pouvoir dans une famille. Mais ce n'est pas la famille qui s'est démocratisée, car les personnes titulaires et non titulaires formellement de l'autorité n'ont pas été permutées. Il reste ainsi deux grandes institutions où la démocratisation des rapports de pouvoir est formellement possible. Les institutions politiques, qui concernent tous les pouvoirs publics, communaux, départementaux,
régionaux, nationaux et internationaux, et les institutions économiques, dont la référence de base est l'entreprise, l'unité de production de biens et de services. Car en effet, dans les deux cas, les membres des collectivités concernées sont formellement permutables, puisqu'aucun d'eux ne relève du régime juridique des incapacités. Ce qui ne veut pas dire que cette permutation, si elle est formellement possible, n'est pas susceptible de poser un certain nombre de problèmes dans sa traduction dans la réalité institutionnelle concernée. En l'occurrence, la démocratisation de l'entreprise qui s'est largement développée par les nouvelles méthodes gouvernance dont nous parlerons, s'est produite conjointement à celle de la famille précisément, et ce rapprochement est intéressant pour la raison suivante. En effet, de même que la démocratisation de la famille n'en est pas une formellement parlant mais est une conséquence de la démocratisation du politique comme nous l'avons évoqué plus haut, la démocratisation de l'entreprise participe du même registre de métaphorisation du concept de démocratie. En effet, la démocratisation de l'entreprise au sens formel que nous adoptons ici signifierait la permutation juridiquement possible et effective entre les personnes membres de l'entreprise ayant les fonctions opposées de commandement et d'exécution. Or, les salariés de l'entreprise n'ont pas à ce jour la possibilité formelle, définie par le droit, de choisir leur chef, comme les mêmes personnes le font en tant que citoyens vis-à-vis de leurs dirigeants politiques. Nous ne nions pas que cette possibilité formelle entre sujets égaux en droit, et pleinement bénéficiaires de ceux-ci, pose des problèmes dans l'organisation concrète de l'institution économique. Peut-être est-ce même impossible à réaliser actuellement, pour des raisons liées au fonctionnement de l'économie globale, fluidité des salariés en fonction des besoins de l'entreprise, rapport au marché, mondialisation, etc. Mais nous nous plaçons ici au niveau méthodologique et formel. Cette permutation est formellement possible, ce qui n'est pas le cas dans l'institution familiale. Un aspect fondamental de notre problématique est précisément d'analyser pourquoi il n'y a pas à ce jour de réalisation pratique, réelle, de ce qui est formellement possible, alors que le problème a été résolu sur le plan politique. Au sujet de ce dernier, la permutation des gouvernants gouvernés était bien réelle chez les citoyens libres de la cité-État grecque d'Athènes au 5e siècle avant J.C., puis le fut aussi sous la République romaine pour le choix des magistrats il y a aussi plus de 2000 ans, mais ne le fut plus sous l'Ancien Régime en France par exemple, des siècles plus tard pourtant. Ce qui veut dire qu'une société peut ne pas vouloir, ou ne pas pouvoir, réaliser pratiquement ce qu'elle peut réaliser formellement. D'un point de vue marxiste, on dirait que les conditions historiques de réalisation de la démocratie politique ne sont pas toujours remplies, et en particulier l'état du développement historique des rapports de production et d'échange. La République aurait pu, formellement, être le seul régime politique universel depuis les Grecs. Mais ce ne fut pas le cas, pour des raisons liées aussi aux valeurs, aux mentalités. Mais ce qui est important ici est de remarquer que ce qui est possible formellement n'est pas toujours réalisé dans la pratique, ce qui ne veut pas dire irréalisable. Un des aspects de notre travail sera d'analyser le rapport entre le possible et l'application pratique, en particulier la problématique de ce rapport. Qu'est-ce qui empêche à ce jour de réaliser la même organisation dans l'institution économique qu'est l'entreprise, que ce qui a été réalisé sur le plan de l'institution politique, puisque cela est formellement possible pour toutes les deux? Notons en outre que pour les légitimistes de l'Ancien Régime, la filiation monarchique semblait la plus naturelle, et donc légitime, l'idée d'une permutation entre les gouvernants et gouvernés non réalisable pratiquement, et non souhaitée pour des raisons liées au système de valeurs de l'époque. Rappelons que la France populaire de la Révolution était quantitativement largement monarchiste, y compris la plupart des intellectuels et politiques de l'époque 89, ce que demandaient les révolutionnaires ce n'était à bord que l'adoption d'une constitution, destinée à limiter l'arbitraire du pouvoir royal, c'est-à-dire une monarchie constitutionnelle, par définition. Ce fut tout le sens précisément de l'Assemblée dite constituante, donner une constitution au royaume. L'organisation démocratique de la hiérarchie en milieu institutionnel, politique et économique comprend ainsi d'abord un aspect purement formel. La compréhension de la dynamique du phénomène démocratique est liée à ce contraste entre le possible et ce qui apparaît comme pratiquement nécessaire ou pas.
C'est pourquoi la compréhension des logiques de pouvoir et des interactions en milieu économique institutionnel, autour aussi bien des conflits que des compromis, nous apportera beaucoup sur la réalité fonctionnelle du phénomène démocratique, tel qu'il émerge au carrefour de sa dimension formelle et de sa dimension pratique, du droit et des valeurs, de l'éthique et des intérêts. Notre exposé s'organisera alors selon le plan suivant. Une première partie sera consacrée à l'analyse des pratiques sociales des agents économiques et des modes de communication dans l'entreprise, au regard des fonctionnements hiérarchiques. Nous verrons comment s'expriment les grands facteurs comportementaux face aux contraintes du travail quotidien, les niveaux de communication et leurs différents modes à l'intérieur de chaque niveau, ainsi que les passages d'un niveau à l'autre. Contrairement à l'usage pour un exposé qui veut que l'on procède du général au particulier, exposant d'abord des analyses critiques des systèmes, philosophiques, économiques, politiques, sociaux, culturels, afin d'y insérer progressivement le contenu propre de la problématique à étudier, nous partirons du particulier, c'est-à-dire de l'analyse de la pratique concrète des relations entre les agents économiques en milieu institutionnel hiérarchisé qu'est l'entreprise. En effet, ces pratiques nous informent sur les processus réels sous-jacents aux interactions entre ces agents, celles-ci faites aussi bien de conflits que de compromis, d'alliances, où l'implicite et l'explicite des messages continuellement véhiculés sont inextricablement mêlés. Nous verrons à quel point vivre en entreprise ne se limite pas à l'exercice de compétences formellement définies dans un CV, promu dans une lettre de motivation et validée par un employeur. L'activité qui semble élémentaire, de travailler au quotidien, qui consiste à effectuer des tâches définies intégrées dans un ensemble de tâches complémentaires opérées par d'autres agents économiques, dont le tout obéit à une cohérence d'ensemble afin d'offrir un bien ou un service destiné à être consommé par une clientèle pour ne s'en tenir qu'à ce qui concerne les activités internes propres à l'entreprise, est loin de ne concerner que des compétences techniques. Cette activité convoque transversalement tout un univers de compétences, d'attitudes, explicites parfois mais implicites surtout, apparemment ou officiellement, annexes aux activités conscientes et explicites, et qui forment ce halo souvent imperceptible par une personne extérieure au microsystème, mais profondément intégré par les agents économiques dans leur fonctionnement quotidien. Le grand intérêt de cette première partie est qu'elle a pour tâche de mettre en évidence toute la gamme des acquis psychosociaux nécessaires à la tenue d'un poste de travail en milieu économique institutionnel, qu'est l'entreprise. Notre travail ne comprendra pas l'analyse du cas de l'artisan solitaire qui n'a de rapport qu'avec l'administration publique, pour la légalisation courante de son statut et de son fonctionnement dans un état de droit, et sa clientèle ou marché pour la vente de ses productions. Il est intéressant de constater en passant, et nous y reviendrons, que le rêve caché de la plupart des travailleurs en entreprise à tous les niveaux hiérarchiques est de se rapprocher de la situation de cet artisan solitaire. Comme si l'idéal était de ne travailler qu'avec soi-même, au service dévoué d'une clientèle qui a cette particularité significative de ne demander que des résultats, et qui n'intervient jamais sur les moyens mis en œuvre, tout en restant bien sûr en accord juridique avec l'état de droit et de devoir qui ne demande à l'artisan que d'opérer dans les formes juridiques légales de son activité déterminées par la loi. Même les patrons, qu'ils soient directement entrepreneurs ou actionnaires administrateurs, suivent cette logique du désir. La politique capitaliste permanente de l'emploi, manifestée par les responsables des entreprises depuis les débuts de la société industrielle, est toujours explicitement ou implicitement, est de se séparer de ses employés dès que cela est possible technologiquement, mais cela devient plus difficile juridiquement du fait des pressions syndicales et de l'évolution des lois sociales. Ceci montre que les détenteurs du capital également rêvent de mener leur outil de production seuls, sans collaborateurs humains. C'est l'idéal de l'entreprise qui marcherait toute seule. Tout se passe donc comme si le rapport à l'autre dans l'entreprise était une contrainte, subconsciemment pensée et vécue par tous les agents économiques, comme une violence, dont on voudrait à terme se passer et que l'on subit. Tout salarié voudrait bien quitter son patron et monter lui-même sa propre affaire. Tout patron voudrait bien pouvoir fonctionner sans salarié. Et le salarié qui devient patron acquiert la mentalité du patron envers ses salariés potentiels, essayer par tous les moyens de ne pas embaucher. Notre première partie sera donc consacrée à mettre en évidence cette complexité des rapports sociaux en entreprise, véritable microclimat,
microculture, intégrée dans la culture nationale et celle-ci dans la culture internationale, ici au sens de culture socio-économique, mondialisation des échanges, migrations internationales, interaction des cultures avec leurs impacts sur la vie économique locale, impact de plus en plus fréquents et rapides. Une deuxième partie sera consacrée à la problématique du rapprochement entre démocratie politique et démocratie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.